Bonjour, nous voici à la webconférence Rappel des consignes et principaux problèmes méthodologiques rencontrés lors de la supervision de l'ENC HAD. Nous sommes au troisième module, donc la troisième webconférence sur l'ENC HAD. Aujourd'hui, on va travailler sur l'amélioration et la correction de ces données pour les étapes suivantes, les prochaines itérations, puisque en principe, au 30 juin, vous deviez faire une première validation, et donc vous devez maintenant être en train de préparer une éventuellement deuxième validation ou plus selon votre avancement. Le support de présentation et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur la page ENCHAD de la campagne des données 2023, sachant que les deux premiers modules sont déjà disponibles sur cette page. Donc, lors des deux précédentes webconférences, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez vous y référer. Vous trouverez comment accéder au tableau de contrôle, les ressources documentaires qui vous permettent d'avoir réponse à différentes questions et aux utilisations des différents outils. Les premiers tableaux de contrôle à étudier, à savoir les rubriques 1, 2, 3, puis la rubrique 4 de coût au séjour dans le deuxième webinaire, et l'utilisation de Visual ENC pour analyser les séquences atypiques et remonter jusqu'au dossier pour pouvoir les justifier ou les corriger. Aujourd'hui, nous allons voir donc quelques rappels de consignes que l'on considère comme étant les consignes les prioritaires au niveau de l'ENCHAD, et puis quelques problématiques récurrentes sur lesquelles on va revenir. D'abord, un point sur le calendrier. Donc, comme je vous le disais, en principe, au 30 juin de l'année, on doit avoir ici une première validation, hein, c'est ce qui est précisé dans la convention. Pour les établissements qui font une première validation avant ou jusqu'au 15 juin, il y a une prime de validation anticipée. Et ensuite, vous allez avoir donc la dernière validation qui doit être en principe réalisée au 30 septembre. Et là encore, si vous réalisez votre dernière validation jusqu'au 15 avant avant le 15 septembre, 15 septembre inclus, vous aurez aussi une prime de validation anticipée. Donc pendant cette période, on est dans la phase de supervision, et pour que votre validation soit considérée comme finale, il faut que vous ayez apporté toutes les corrections, justifications à vos données et à votre superviseur pour qu'on puisse rédiger le rapport de supervision qui, pour les superviseurs, doit être réalisé au maximum 30 jours après votre dernière validation. Donc, pour que votre validation soit finale, il faut également que vous n'ayez plus aucun de contrôle bloquant ou atypie majeure. Et donc, c'est à ce moment-là que vous devez faire un certain nombre d'itérations avec votre superviseur. Et je vous encourage vraiment à avoir un planning et à anticiper avec le superviseur les dates sur lesquelles vous allez faire des validations et sur lesquelles vous allez pouvoir revenir sur vos données pour que ça puisse être fait dans un temps assez resserré, pour que les échanges, les allers-retours soient efficients pour tout le monde, que tout le monde ait le dossier en tête. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Pour que votre première validation au 30 juin soit validée, vous devez aussi fournir des documents, notamment comptables, qui doivent être déposés sur la plateforme de gestion documentaire, la GED Alfresco. Et donc pour cela, les éléments vraiment comptables essentiels qui doivent parvenir sont listés sur cette slide, hein. Je ne vais pas y revenir en détail, mais vous l'avez dans la convention, hein. Donc c'est la balance, c'est les comptes financiers, c'est ces éléments comptables qui vont permettre au superviseur de s'assurer que ce que vous avez renseigné dans l'ENC est conforme aux éléments comptables officiels. Et nous avons d'autres documents euh, que nous pouvons être amenés à vous demander de déposer, le FICOM, un tableau d'affectation des ETP par section d'analyse ou au moins à minima par catégorie de personnel, un personnel médical, soignant et autres, pour que l'on puisse, là encore, euh,
vérifier que l'on retrouve l'ensemble de ces ETP dans le travail réalisé pour le NCHAD. Et différents autres documents de SAE, de livret d'accueil, de bilan social. Voilà, ces différents éléments-là vont pouvoir être fournis euh, sur la plateforme de gestion documentaire et contrôlés, vérifiés pour étayer les, enfin, les éléments que vous renseignez dans le NCHAD. Deuxième point aussi de rappel important sur la charte qualité. Donc, puisque vous savez qu'une partie euh, de, de- de la rémunération de l'ONCHAD dépend sur des éléments qualité. Donc, vous avez dans la charte qualité 5 points, le fait d'avoir des données PMSI de qualité. Donc ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir revenir, mais c'est quelque chose qui, en principe, a été contrôlé en amont et a priori, on n'a pas de soucis majeurs aujourd'hui sur les établissements qui participent à la campagne. C'est d'utiliser les dernières versions des logiciels Arcane et Aramis. Donc là, il y a des mises à jour euh, relativement régulièrement. Il y en a quelques-unes au cours de la campagne. Et donc là, vous le verrez tout simplement, puisque ça sera une alerte lorsque vous ouvrirez Arcane, ou bien lorsque vous générerez les tableaux de contrôle, lorsque vous faites les transmissions, vous avez un tout premier tableau de base qui vous donne les versions acceptées. Et donc ça, faut être sur les dernières versions. Donc ça, c'est des choses assez simples. Enfin, c'est l'amélioration du découpage de l'établissement en fonction de ce qu'on a pu recommander au niveau de la supervision dans le rapport de supervision, les recommandations de l'année précédente dans le rapport de supervision. Ensuite, il y a un quatrième point, c'est de respecter la méthodologie, hein. Donc, bon, il y a différents points qui sont à respecter dans les guides méthodologiques. Et donc, si c'est pas le cas, on va être amené dans le rapport de supervision à expliquer quel ajustement, quelle approche, quelles hypothèses ont été faites par rapport à la méthodologie qui est demandée. Et enfin, c'est de progresser dans le recueil des données. Donc là, notamment, on va le voir au travers d'un certain nombre d'indicateurs, les indicateurs qui sont euh, indiqués dans la charte qualité qu'on va voir juste après. Donc tout d'abord, il y a des taux cibles à atteindre. Euh, on a d'abord le suivi au séjour des intervenants au domicile du patient. Donc là, c'est des objectifs de suivi euh, pour savoir quelle est la partie des charges qu'on a pu affecter au séjour par rapport au total des charges ou des minutes des intervenants qui interviennent au domicile du patient. Donc, on a d'abord ceux qui sont suivis en montant, hein, dont les libéraux. Et là, le taux, lorsqu'on n'est pas en première année de campagne, c'est 90%. En première année, c'est 80%. Donc là, sur ces taux d'intervenants en montant, c'est chaque ligne doit dépasser 90%. C'est pour ça qu'on a ajouté une note de faire attention pour des intervenants qui ont des très faibles montants. Ça peut arriver pour des pédicures ou parfois d'autres métiers, des podologues ou pour lesquels vous pouvez avoir un montant très faible. Et donc, assez rapidement, s'il y a une information manquante, vous pouvez être en dessous s'il y a une facture manquante, s'il y a un défaut de recueil en dessous des 90%. Donc ça, c'est dommage puisque ça va vous empêcher d'atteindre le taux de la charte qualité uniquement pour une ligne avec un faible montant. Donc ça, il convient de bien corriger si vous avez ce type de problématique. Ensuite, on a sur la deuxième ligne les intervenants suivis en minutes. Donc là, pour cela, c'est l'ensemble des intervenants, donc c'est le total des minutes des intervenants au séjour par rapport à toutes celles qui sont disponibles, on va dire, au domicile du patient. Et c'est ce ratio global, tout intervenant confondu, qui doit dépasser 90%. Et ce ratio, il est calculé de toute façon juste en dessous du tableau. En l'occurrence, ces choses sont précisées dans les tableaux de contrôle. Et enfin, les séjours avec passage d'intervenant.
Donc, on s'attend à en avoir 90%, c'est-à-dire on s'attend à ne pas dépasser 10% de séjours sans passage d'intervenant, sachant que ces 10%, c'est un taux qu'on considère effectivement qui est le taux de la charte qualité, mais au niveau de la supervision, des taux qui dépassent 4 ou 5% nous paraissent déjà fortement atypiques et donc devront faire l'objet malgré tout euh, d'une justification poussée et de l'analyse de ces séjours avec Visual ENC pour retrouver ces séjours, les séjours concernés. On va avoir ensuite d'autres taux cibles à atteindre par rapport aux charges médicales au domicile du patient. Donc on va avoir là les différentes catégories de dépenses qui doivent atteindre à minima soit 90, soit 50%, voilà, selon les catégories de dépenses pour chacune de ces lignes, on va dire, de catégories dans le tableau de suivi, et un taux global de charge de domicile, tout poste confondu, de 80%. Donc là encore, faire attention aux lignes avec des faibles montants, parce qu'ils peuvent remettre en cause l'atteinte des taux cibles de la charte qualité pour un montant qui parfois est assez peu significatif. Donc, ensuite, je vous rappelle comment fonctionne le mécanisme des tableaux de contrôle et la façon d'interagir avec le superviseur pour être le plus efficace possible. Donc, vous allez, vous, établissement, transmettre vos données sur la plateforme IENC, commander les tableaux de contrôle. Vous allez récupérer ce tableau de contrôle, soit l'archive zip avec les fichiers Excel qui vous permettent d'avoir tous les éléments, soit en allant directement en ligne sur les tableaux de contrôle en version HTML. Et vous allez faire votre autocontrôle. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir éventuellement corriger les erreurs et les atypies que vous identifiez, et puis renvoyer les données si possible. Une fois que vous êtes satisfait des contrôles que vous réalisez dans votre autocontrôle, eh bien, vous allez valider ces données. Vous allez cliquer sur valider. Ça va informer le superviseur que vous avez validé des données. Avant ça, le superviseur ne va pas vraiment surveiller ce que vous réalisez au quotidien, des envois, des commandes de tableau de contrôle, etc. Donc ça, c'est vraiment le signe que vous lui donnez la main. Moi, ce que je vous encourage à faire aussi depuis le début et ce que les superviseurs vous donnent comme consigne, c'est également d'envoyer un email au superviseur pour le prévenir que vous avez travaillé sur les données et l'informer de l'état d'avancement. C'est-à-dire que s'il y a déjà des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore avancé, mais que vous allez faire plus tard, autant le dire dès maintenant dans les emails, plutôt que le superviseur analyse certains éléments sur lesquels vous savez qu'il y a déjà à se perfectionner. Donc, sinon, ce serait du temps perdu pour tout le monde. Donc, vous dites où vous en êtes et également dans quel intervalle de temps vous souhaitez pouvoir retravailler les données en fonction des commentaires et des questions du superviseur. Comme ça, vous vous calez sur un calendrier commun. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur valider, vous ne pouvez plus toucher à vos données sur la plateforme. Le superviseur va les consulter, va les analyser, va vous faire un retour avec un certain nombre de questions et de remarques et de demandes de justification. Et là, lorsqu'il aura fait ce retour, il va vous redonner la main. Donc, il va dévalider les données, ce qui vous permettra à partir de ce moment-là de refaire des envois, de refaire des validations pour à nouveau attendre que le retour du superviseur. Lorsque ça convient au superviseur et que ça vous convient, le superviseur va sceller vos données là, et ensuite va les valider définitivement et rédiger son rapport de supervision. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme que vous connaissez parfaitement si vous avez déjà fait des campagnes ENC et voilà, en termes d'organisation et de communication entre l'établissement et le superviseur, je pense que c'est important de bien se coordonner sur un calendrier commun, notamment en période voilà, juillet-août, où il y aura très certainement des congés de part et d'autre, de se coordonner, sachant qu'on a toujours une permanence à l'ENC, à la supervision de l'ENC HAD pour répondre à vos questions
même si votre superviseur est en congé pendant une période. Les ressources documentaires, je vous ai remis cette diapo, mais vous allez les retrouver soit en dessous des tableaux de contrôle, soit sur la page ENCHAD. Vous allez à chaque fois avoir les ressources, les explications des tableaux de contrôle, la documentation de l'ENC. Là, on voit notamment le fameux tableau 1.0 avec les versions Aramis Arcane à avoir, qui ont d'ailleurs évolué par rapport à ce qu'on voit ici. Maintenant, Donc, ça, c'est des éléments de base pour avoir des informations sur la méthodologie et sur les tableaux de contrôle. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez écrire à votre superviseur pour avoir des clarifications. La page ENC HAD données 2023, c'est cette page qui recueille tous les éléments de méthodologie, les listes, les guides utilisateurs et les supports de webinaires comme celui-ci. Donc nous allons voir les principaux problèmes méthodologiques rencontrés lors de la supervision. Pour ceux qui font ça depuis longtemps, c'est probablement des choses qui vont paraître pour les premiers points assez basiques, mais euh, je pense que c'est important de les repréciser. Tout d'abord, il y a un onglet contrôle dans Arcane et il est très utile de compléter la zone de saisie libre lorsque vous n'avez pas OK, lorsqu'on a à vérifier. Donc à vérifier, ça nécessite une, un contrôle, c'est-à-dire que c'est pas à corriger de façon certaine, c'est-à-dire que ça peut être soit des données facultatives, soit une atypie dont on doit donner une justification. Donc ça, c'est vraiment très utile que vous puissiez le remplir dans Arcane, comme ça, vous aurez, on aura, lorsqu'on consulte Arcane, la réponse directement dedans. Donc ça, c'est vraiment très utile. Euh, donc ensuite, on va regarder maintenant un certain nombre de tableaux de contrôle qui sont vraiment les plus importants, sachant que vous aviez vu déjà cette pyramide des tableaux de contrôle du plus basique au plus évolué dans les précédents webinaires, hein, avec tous les éléments de contrôle vraiment très préalables euh, sur la rubrique 1 et essentiellement sur la partie des données Arcane Aramis, je dirais s'assurer de l'exhaustivité des taux de suivi. Ensuite, vous avez la rubrique 2 avec quelques éléments sur les données PMSI. Et donc là, c'est plus des justifications à nous fournir, puisque de toute façon, ce PMSI, il est déjà clôturé puisque c'est l'année précédente. Et enfin, sur la rubrique 3 et 4, c'est là qu'on va avoir des éléments de recueil au séjour, de coûts des sections et enfin les coûts par GHPC. Donc ça, c'est les éléments vraiment les plus évolués. C'est important de comprendre qu'il faut déjà valider tous les tableaux de contrôle en commençant par la rubrique 1 et 2 avant d'aller sur les 3 et 4. Parce que si vous faites bouger des éléments dans les rubriques 1 et 2, eh bien, à la fin, votre coût de GHPC va évoluer. Donc en particulier, vous le verrez quand on parlera des justifications des atypies de coûts par GHPC. C'est vraiment la dernière chose qu'il faudra faire lorsque vous aurez validé avec le superviseur tous les autres tableaux précédents. Sinon, vous allez devoir le refaire puisque ces coûts vont bouger au fur et à mesure que vous faites des corrections sur d'autres, sur vos données. Alors le premier point, je le rappelle parce que chaque année, on a à la première validation encore des établissements qui sont pas à zéro sur ces tableaux-là. Donc il y a le tableau qui permet de valider que les données entre Arcane et Aramis sur le nombre d'heures, le nombre de passages, etc., sont cohérents et donc on va pouvoir analyser les taux de suivi correctement. Donc là, on doit vraiment avoir zéro exactement dans cette colonne. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que sinon, les taux de suivi derrière vont être biaisés en termes d'analyse. Là, c'est vraiment strictement égal à zéro. Ça veut dire qu'au fur et à mesure où vous faites des évolutions, notamment dans Aramis, en corrigeant certains recueils ou en les modifiant, eh bien, il va falloir le reporter
le reporter pour que ce tableau soit bien à zéro. Euh, Vous avez depuis la campagne 2021 la possibilité d'exporter les données des fichiers 5 et 6 d'Aramis vers Arcane pour pouvoir alimenter le fichier Arcane. Donc ça, vous pouvez le faire de telle sorte que vous n'ayez pas d'écart et que vous soyez parfaitement à zéro. Euh, Vous avez la même chose sur les fichiers de dépenses, hein, de charges au domicile. C'est la même approche. Là aussi, ça doit être strictement à zéro. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de base, mais vérifiez-le bien systématiquement. Vous avez aussi un point qu'il faut vérifier systématiquement, qui est le fait d'avoir isolé les charges de réalisation de l'ENC dans une section activité hors études ENC. Donc pour les isoler des coûts finalement des GHPC, puisque cette activité de réalisation de l'ENC, elle doit pas rentrer dans les charges des GHPC. Donc ça, c'est un élément qu'on a déjà vu ensemble, mais qu'il faut réaliser. Et si les coûts ne sont pas supportés par l'entité qui les réalise, ça aussi, il faut nous le préciser pour le justifier, qu'on puisse le noter dans le rapport de supervision. Vous avez ensuite, toujours dans les tableaux, je dirais, de première étape, de base des tableaux de contrôle, de nous expliquer les évolutions importantes des charges de personnel qui ne seraient pas liées à une augmentation d'activité, hein. Donc, ça, c'est des éléments, on a besoin de comprendre comment ont évolué vos charges en fonction des différents modes d'intervention, hein, intérim, salariés, libéraux, par rapport à l'activité. On a également euh, un point particulier, c'est d'avoir des justifications sur les rapports d'Atipi d'Aramis, puisque lorsque vous générez vos fichiers Aramis, vous avez certaines atypies qui ressortent. Vous pouvez retrouver ce rapport soit dans le doc 4 hein, que vous retrouvez sur les tableaux de contrôle sur la plateforme IENC, soit dans l'archive zip sous le nom, c'est le fichier 18 raramis.html qui va vous redonner ces éléments. Et nous, on a besoin d'avoir validation auprès de vous de l'explication des anomalies qui ressortent de ce rapport. Donc c'est pas rédhibitoire le fait d'avoir des atypies, on a juste besoin des explications sur ces anomalies. Donc on arrive à ces fameux taux de suivi hein, dont on a vu qu'ils faisaient partie de la charte qualité. Donc c'est bien que ce sont des taux de suivi assez essentiels. L'objectif de l'ENCHAD, c'est bien d'affecter au séjour des charges directes et donc euh, par, ça veut donc dire d'avoir des taux de suivi le plus proche de 100%, ce qui permet d'affecter les charges réellement, qui incombent réellement au séjour pour que ce soit tout ce qui est spécialité pharmaceutique, matériel médical, tout ce qui est au domicile du patient, ainsi que les charges d'intervenants. Donc, les taux qui sont inférieurs à la charte qualité vont s'afficher dans la colonne taux de suivi dans une cellule en couleur. Et vous allez avoir ensuite à côté le montant d'insuffisance de suivi. Donc ici, on est à 42% de suivi par rapport à 50% qui est demandé dans la charte qualité pour les consommables médicaux. Et ça veut donc dire que ces 8% qui manquent représentent 84 774 euros. Donc, qu'il faudrait essayer de rattacher à des séjours pour pouvoir atteindre la charte qualité. Donc, vous allez donc avoir tous les éléments de la charte qualité qui sont ici dans la colonne à côté du taux de suivi pour pouvoir vous assurer que vous les avez atteints. Si vous avez des taux supérieurs à 100%, ce qui peut arriver dans certains cas assez particuliers, on a vraiment besoin d'une justification étayée pour comprendre si le montant qui va être affecté réellement au séjour est le bon montant ou si c'est uniquement une problématique parfois de provision comptable ou si on a autre chose et notamment des problématiques d'affectation au séjour dans les fichiers Aramis, auquel cas on a besoin de le savoir pour savoir euh, si-
pour appuyer une décision d'intégrer vos données dans la base de coûts ENC ou non à l'issue de la campagne. On va avoir les taux de suivi des intervenants, donc là par exemple c'est ceux suivis en minutes. Même chose, même consigne, si les taux sont inférieurs à la charte qualité, eh bien on doit avoir une justification. S'il y a des taux supérieurs à 100%, on doit aussi avoir une justification. Là c'est vraiment important. Donc on doit, en particulier, je vous rappelle, sur les euh, salariés, donc les intervenants suivis en minutes, hein, qui sont la plupart du temps salariés. On va avoir le taux de charte qualité, ça va être le taux global, hein, donc dans la globalité. Donc là, on voit que c'est 95% d'atteinte dans cet exemple-là. Et on a en dessous une ligne qui nous précise, hein, tout intervenant confondu, 95% par rapport à un taux de charte qualité attendu à 90%. Là, on n'est pas ligne à ligne. Vous pouvez avoir une ligne qui est en dessous de 90%. Tant que le total est au-dessus de 90%, vous êtes dans la charte qualité. L'autre élément, c'est de justifier le poids et l'évolution de la part transport ici. S'il y a des évolutions très fortes sur des nombres de TP importants, si on a des nombres de TP très faibles, on peut avoir eu des évolutions qui font que le taux de transport, le poids de transport évolue, puisqu'on peut avoir effectivement des durées de déplacement qui sont plus ou moins importantes d'une année sur l'autre. Et cette part transport, si elle augmente ou qu'elle baisse significativement, on doit en avoir l'explication, tout simplement parce qu'on comprend bien que on pourrait être tenté d'optimiser son taux de suivi en transférant une partie du temps sur le transport de façon un petit peu pour optimiser son taux de suivi. Donc c'est un élément qu'on doit garder aussi en tête. Donc sur ces tableaux, le tableau 2,5, justifier les taux de suivi inférieurs à la charte de qualité, on l'a dit, contrôler l'affectation du minutage, donc votre temps, justement, on parlait de- du temps passé au domicile. Ce temps passé au domicile, ça va être finalement le temps total des ETP du métier correspondant, auquel on aura retranché d'abord le temps des transports, le temps de BCMSS pour les temps de coordination, donc c'est la quote-part pour tout ce qui est phase de coordination, on en reparlera un peu plus tard, et éventuellement BCMSS personnel autre, notamment pour les psychologues sur la partie passée au bureau. Donc c'est vrai que il faut comprendre ce mécanisme, vous allez affecter du temps sur ces 4 sections ou ces 3 sections selon les cas, euh, en fonction du temps passé. Et le taux de suivi, lui, va être calculé sur la partie au domicile du patient. Donc ensuite, on a le taux de suivi cette fois des passages, taux de suivi des passages des intervenants suivis en montant. Donc là, chaque ligne doit respecter le taux cible de la charte qualité. Donc c'est chaque intervenant qui doit dépasser 90%. Donc voilà, attention aux petits montants comme je vous l'ai dit. Et de la même façon, si on a des taux de suivi supérieurs à 100%, il faudra nous l'expliquer par rapport à des mécanismes parfois de provision, parce que pour des factures non parvenues, ce type de problématiques qui arrivent relativement souvent. Donc maintenant, on a vu les tableaux de contrôle vraiment essentiels sur la partie taux de suivi, sur la partie vraiment les rubriques 1 et 2. Là, on passe sur la rubrique 3, donc on est sur le recueil au séjour et les coûts des sections, et on va être notamment sur les charges suivies au domicile. Pour s'assurer que les charges qui sont affectées au séjour nous paraissent vraisemblables, on va regarder le minimum, la moyenne, la médiane et le maximum soit par jour couvert par la livraison. C'est ce qui nous paraît le plus cohérent, euh, qui va nous donner une idée du montant moyen par jour de ce type de dépense et le minimum, le maximum. Donc on ne doit pas en principe avoir de minimum à 0 pile, puisque sinon on n'aurait pas fait de ligne Aramis spécifique pour parler d'un montant qui serait nul. Donc il se peut qu'on ait des décimales, donc il faut tout simplement aller regarder
dans la cellule avec plusieurs décimales pour vérifier. Et c'est tout à fait plausible d'avoir dans des consommables médicaux parfois, dont le prix unitaire est assez réduit, un prix par jour couvert par la livraison ou la dotation qui soit assez faible, de l'ordre de quelques centimes ou même moins. Euh, donc on va juste s'assurer qu'au niveau des minimums et maximums, on est sur des éléments qui sont cohérents. Et donc on vous demandera effectivement de nous confirmer ou parfois de nous donner des exemples de consommables médicaux en l'occurrence ou pour d'autres types de dépenses qui valident que ces éléments de mini, maxi, moyenne et médiane sont cohérents. Donc ensuite, on va aussi avoir le nombre de jours couverts par la livraison. Donc, puisqu'en fait, dans la remise, vous allez renseigner des montants par type de dépense et le nombre de jours couverts par la livraison. Donc, assez souvent, on va avoir 7 jours pour des livraisons hebdomadaires. On aura besoin de comprendre comment fonctionnent vos livraisons pour s'assurer que vous n'avez pas mis 7 jours de partout de façon automatique, mais que c'est réellement euh, la durée couverte par la livraison. Donc, par rapport à ça, on a besoin de comprendre comment sont organisées les livraisons d'urgence ou s'il y a toujours un stock de dépannage ou comment, voilà, le fonctionnement par rapport à ces éléments, à ces charges, ces différents types de consommables à domicile ou de spécialités pharmaceutiques. Ensuite, on arrive sur des éléments, un tableau qui pour nous est assez parlant, qui illustre assez bien en général la qualité des recueils des intervenants suivants en minutes, c'est le coût horaire, hein. Donc, on va comparer le coût horaire par intervenant suivi en minutes par rapport à l'année précédente et par rapport à l'échantillon de l'année précédente, l'échantillon UNC. Et donc, on aura besoin de comprendre s'il y a des coûts horaires qui s'écartent significativement de l'année précédente ou de l'échantillon de l'année précédente, d'avoir des éléments explicatifs sur cette dynamique. Alors bien sûr qu'on regardera aussi le volume d'heures. Si on est sur un volume d'heures très réduit, on pourra imaginer que peut y avoir des variations assez importantes d'une année sur l'autre. Et sur le reste, sur les lignes avec un nombre d'heures important, on aura besoin de comprendre voilà, quelle est la dynamique, qu'est-ce qu'il y a eu comme éléments qui ont fait varier ce coût horaire de façon importante. Donc le coût, il peut être atypique. Dans ce cas-là, s'il est vraiment atypique et qu'on n'a pas d'explication, il faut vérifier le nombre d'heures d'Arcane, la vérification entre Arcane et Aramis, hein, comme on l'expliquait, ce tableau, il doit vraiment être cohérent entre les deux. Et puis ensuite, on doit vérifier la répartition des ETP entre la part domicile et transport dont on parlait tout à l'heure, voire éventuellement la part BCMSS pour comprendre si là, on n'a pas une affectation des ETP qui n'était pas cohérente avec peut-être l'affectation des charges de personnel. Donc ça, il faut le surveiller, puisque quand on est amené à modifier certains éléments dans Arcane, il faut penser à modifier aussi bien la partie charge que la partie ETP. Sinon, à un moment donné, on va avoir effectivement des discordances. Ensuite, on a ce tableau 11 points qui nous donne le coût par jour des principales sections, notamment BCMSS, donc le bilan, coordination médicale et sociale de soins, la continuité des soins et la logistique dédiée aux patients. Donc, on va avoir là encore le coût par jour de l'année en cours, de l'année précédente et de l'échantillon. Donc, on peut réellement avoir, s'il y a des évolutions significatives, toujours par rapport à l'année précédente ou à l'échantillon, on a besoin d'explications. Surtout si par rapport à l'année précédente, pour nous expliquer ce qui a changé, pourquoi est-ce qu'on a une évolution de coûts par jour entre ces deux années-là. Par rapport à l'échantillon, on peut avoir de réelles
différences persistantes d'année en année, tout simplement parce qu'on peut avoir des modes d'intervention, des organisations qui sont différentes, des tailles qui sont différentes. Donc on sait que sur certains postes, comme les médecins et infirmiers médicaux, en général, plus une HAD est grosse en termes de nombre de journées, plus ce coût par jour va se réduire jusqu'à un certain palier, on va dire. Et on peut aussi avoir, pour la deuxième ligne, des charges d'intervenants pour les temps de coordination, des montants très faibles pour certaines structures parce qu'elles font appel principalement à des libéraux. Auquel cas, par définition, il y aura peu de temps de coordination pour ces libéraux dans ce mode d'organisation. On peut aussi avoir plus d'assistantes sociales qu'ailleurs et donc avoir une ligne assistante sociale par jour qui va être plus élevée. Voilà, dans le personnel et autres, c'est la même chose, en fonction du personnel, en fonction de ce que vous avez mis en place. Et ce que vous avez mis en place dépend aussi de la typologie des patients que vous prenez en charge. Eh bien, vous allez avoir des coûts par jour qui peuvent être assez différents de l'échantillon. Mais ça vous donne tout simplement euh, une explication quelque part de cette structure, de la structure de ce coût pour ces fonctions support aux activités HAD. Donc les évolutions, surtout NN-1, vont être celles pour lesquelles on attend le plus d'explications, euh, puisque on aura déjà vu l'année d'avant, en général, l'explication entre N-1 et l'échantillon. Donc ensuite, ça nous mène sur un rappel sur la section BCMSS. Donc je préfère faire ce rappel juste pour bien rappeler quel type de salariés, quel type de métier on met dans chacune de ces sections. Donc dans les supports aux activités de soins HAD, on va avoir ces 4 sections BCMSS. Donc sur tout ce qui est coordination, réunion de bilan périodique, formation professionnelle, vie institutionnelle, les comités, les réunions. Donc, dans la première section, sous-section de BCMSS, donc la section BCMSS médecin, infirmier, coordinateur, on va avoir donc les personnels qui assurent les fonctions de coordination, un médecin co, infirmière co, cadre infirmier, euh, qui remplissent des fonctions de direction et de gestion de personnel soignant, un DSI. On va avoir aussi, on l'a donné comme consigne de campagne déjà, on l'avait déjà donné l'année dernière, les charges d'infirmiers de liaison. Donc on souhaite que tout le monde mette ces mêmes charges au même endroit. Donc ça, c'est ce que vous avez dans cette première section. Dans la deuxième section, qui est la BCMSS charge d'intervenants pour les temps de coordination, on va retrouver une quote-part des charges de personnel qui interviennent, des intervenants salariés qui interviennent habituellement au domicile du patient, pour le temps passé dans la phase de coordination médicale, donc pour des réunions de bilan, donc des réunions internes, pour la formation professionnelle, pour différents comités, participation à la vie institutionnelle. La coordination des intervenants libéraux, là, s'il y a du temps de coordination hors domicile qui est réalisé par des intervenants libéraux et que c'est significatif et qu'elles sont facturées de façon spécifique et pas comptabilisées dans le passage, eh bien dans ce cas-là, on peut les retrouver à cet endroit-là. C'est extrêmement rare, donc en général, on va retrouver essentiellement du temps de la quote-part, enfin une quote-part des charges du personnel salarié. Donc là, c'est particulièrement important. Si on voit des évolutions importantes des ETP et des charges de cette section, c'est quelque chose qui nous alerte et sur lequel on a besoin d'avoir des explications. Il y a des structures qui ont du mal à l'estimer, mais en tout cas, il faut voilà, nous expliquer votre méthodologie pour cette section. Sur la partie BCMSS assistante sociale, on met la totalité des charges de l'assistante sociale. Donc voilà, après il y a une précision pour ceux qui ont d'autres activités que si vous avez d'autres champs que l'HAD, par exemple le MCO ou SMR, donc là et que vous avez du partage sur les instances sociales qui ne sont pas exclusivement affectées à l'HAD, vous avez des règles d'affectation qui vont dans d'autres sections, hein, en LGG, en accueil et gestion des malades pour le MCO ou en SAMT métier d'ARR pour le SMR.
Enfin, on arrive dans personnel autre, donc la sous-section BCMSS, personnel autre. Donc là, on a par convention aussi décidé de mettre les charges est composé le personnel qui est mis dans cette section. On arrive maintenant sur les séjours atypiques. Donc ça aussi, c'est un critère de la charte qualité avec un taux qui est demandé de 90%. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 90%, c'est le minimum attendu pour la charte qualité. Mais en réalité, les consignes qu'on a au niveau de la supervision, c'est que dès qu'on a, à partir d'un pourcentage, on va dire on va dire à minima 5%, si on a entre 5 et 10%, pour nous, c'est déjà une alerte parce que il est considéré par les experts que on n'est pas censé avoir euh, des séjours sans passage d'intervenant en HAD. Donc des séjours avec aucun passage, c'est hautement atypique. Maintenant, ça peut s'expliquer notamment par des séjours extrêmement courts. C'est pour ça qu'on a ajouté cette section ici du tableau qui est entouré en bleu pour identifier la part des séjours qui sont inférieurs à 48 heures et qui n'auraient pas de passage d'intervenant. Auquel cas, on pourrait comprendre qu'effectivement, probablement, le séjour s'est enclenché et il y a eu des éléments qui ont fait que il n'y a pas pu avoir de passage au domicile. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour nous, on va regarder effectivement par rapport à l'année précédente, mais vraiment ce taux, il doit tendre vers zéro le plus possible. Et vous devez réellement analyser dans Visual ENC les séjours qui sont concernés pour nous apporter des explications sur la réalité, sur ce qui s'est passé réellement pour que ces séjours n'aient pas de passage d'intervenant. Donc assez souvent, quand les établissements investiguent ce problème, eh bien, ils découvrent que certaines factures de certains intervenants ne sont pas passées, n'ont pas été bien affectées pour différentes raisons. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment un sujet sur lequel les établissements arrivent à progresser, arrivent à enrichir et arrivent à réduire ce taux au maximum, le taux sans aucun passage d'intervenant jusqu'à la validation finale. On a proposé aussi de vous montrer ce tableau également qui nous paraît assez important, c'est les journées d'hospitalisation avec plus de 6 heures donc d'intervenants au domicile hein, pour les intervenants suivis en minutes, puisque ça nous paraît aussi être des séjours sur lesquels on va pouvoir effectuer des contrôles, s'assurer que on a bien reporter les bonnes durées et qu'on n'a pas d'erreur d'affectation dans le fichier Aramis en question. Donc on arrive au fichier des atypies. Donc on a en principe bien travaillé sur tous les autres tableaux de contrôle pour s'assurer qu'on a bien toutes les données de base qui sont respectées, que les taux de suivi sont le plus proche de 100%. À partir de ce moment-là, une fois que toutes ces choses-là sont stabilisées, qu'on a finalisé ces éléments-là, on va pouvoir travailler sur le document d'Atipi. Donc, ce document d'Atipi, il se génère dans les fichiers que vous récupérez sur la plateforme IENC. Donc, vous avez les documents qui s'appellent Doc 8, 9 et 10. Hein. Donc, c'est les atypies des SA intervenant en atypie, des SA de logistique médicale ou de logistique générale en atypie, et les analyses des GHPC dont le coût est en atypie. Donc, ces trois documents
ont plus ou moins d'ATP selon les établissements, hein, selon les règles qui sont qui génèrent ces atypies. À partir de ce moment-là, les atypies, c'est soit un écart par rapport à l'année précédente supérieur à 50%, soit un écart par rapport au référentiel supérieur à 50%. Donc là, ça vous permet, vous allez avoir ces listes, vous allez remonter aux questions, alors sur les docs 8 et 9, sur des problématiques qui sont souvent lié à Arcane, parfois un peu à Aramis, et sur le doc 10, sur le coût des HPC, vous allez vérifier donc ces différentes atypies, corriger s'il y a lieu des éléments, et ensuite refaire un dépôt et régénérer les atypies. Donc c'est vraiment à la fin, les justifications que vous devez apporter sur les atypies de ces trois documents doivent être faites sur la version finale, le dernier dépôt. Parce que, comme je vous l'explique, ça, au fur et à mesure des dépôts successifs, cette liste va évoluer et les chiffres dans cette liste qui sont considérés comme atypiques vont évoluer. Donc vous avez ces trois fichiers, on en a parlé du deuxième webinaire, hein. Donc l'objectif, c'est d'avoir des explications sur toutes ces atypies de la part de l'établissement. Et ensuite, on a le superviseur qui, lui, va ajouter son commentaire par rapport à votre justification. Donc il va d'abord dire si la justification que vous avez apportée lui convient, est cohérente, est conforme à son analyse, et il peut ensuite ajouter des éléments, soit de recommandations qui seront reprises, soit de contexte pour expliquer ou appuyer la justification de cette atypie. Donc, euh, vous allez envoyer ou déposer sur la GED, envoyer à votre superviseur déposer sur la GED ces différents atypies. De toute façon, ces fichiers d'ATP vont être partie intégrante du rapport de supervision. Donc ça sera, ils seront contenus dans le rapport de supervision. Donc c'est des éléments vraiment importants et que votre superviseur doit fournir dans les 30 jours qui suivent votre validation finale. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes sur votre validation finale, il faut que vous complétiez ces fichiers d'ATP quasiment en même temps quand vous travaillez sur votre validation finale, vous allez compléter ces atypies, ensuite valider vos données et les envoyer ou les mettre à disposition sur la JET de votre superviseur pour que ensuite le rapport de supervision puisse être rédigé. Donc je reviens rapidement sur ces trois fichiers d'ATP, mais on les a vus au deuxième webinaire, hein. Donc le premier concerne des SA intervenants en ATP, donc ça, on va souvent retrouver les éléments des coûts horaires, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit des coûts horaires qui sont en écart par rapport à l'année précédente ou au référentiel ENC, ou alors des variations de coûts par jour de BCMSS. Donc ça, dans cet exemple, on voit qu'on a une variation par rapport à la référence ENC de supérieur à 50% par rapport au BCMSS personnel autre. Et on a vu à l'instant que ça pouvait être tout à fait justifié puisque on pouvait avoir ou pas certains types de professionnels. Si on a un psychologue qui a une part au bureau ou pas, effectivement, on va retrouver, ou des secrétaires médicales, on va retrouver des coûts plus ou moins importants. Donc, je dirais que sur ce contrôle-là, c'est assez rapide comme justification. C'est plutôt les coûts horaires ou les coûts par passage, lorsqu'ils ont des évolutions importantes par rapport à l'année précédente, c'est vraiment ceux-là sur lesquels on a besoin le plus possible de justification. On doit avoir des justifications sur toutes les lignes, mais je dirais que si on doit donner une priorité, c'est celle-là. On a ici sous le tableau les différentes atypies qui sont testées, hein, et qui peuvent apparaître dans ce tableau. Et ce tableau, s'il est vide, ça veut dire que vous n'avez juste aucune atypie à justifier. Et dans ce cas-là, il y a rien à faire. Vous avez le document 9 où on a l'analyse des sections donc, auxiliaires de logistique médicale et de gestion générale. Vous allez donc ici avoir un coût en fonction de un coût par rapport à la clé soit sur l'accueil, gestion des malades, l'hygiène hospitalière et vigilance. Donc sur ces éléments-là, là encore, on a besoin d'explications. Mais en général, c'est pas quelque chose qui est très problématique dans ce que vous apportez. C'est pas
je dirais, un tableau, un fichier d'atypie qui vous pose problème. Celui qui sera le plus important, je pense, des trois fichiers d'Atypi, c'est celui des GHPC en Atypi, puisque celui-là, c'est vraiment... le superviseur peut avoir une vision très théorique, puisqu'il va aller comprendre d'où vient l'écart, c'est-à-dire s'il y a une variation supérieure à 50%, qu'elle soit par rapport à N-1 ou référentiel, il a la possibilité, à travers les différents tableaux de contrôle qu'on a vus ensemble hein, au deuxième webinaire, de voir d'où vient ce surcoût. Est-ce que c'est par rapport à du temps de passage au domicile d'intervenant? Est-ce que ça vient, par exemple, d'une spécialité pharmaceutique, ce qui est très souvent le cas, hein, qui est particulièrement coûteuse sur ce séjour? Donc là, il va avoir des éléments qui vont lui permettre de comprendre d'où vient ce surcoût ou cette baisse importante par rapport à une référence. Par contre, vous allez pouvoir retourner au séjour avec Visual NC et apporter des exemples concrets. Donc, c'est un nombre d'établissements qui font un très très bon travail sur cet exemple, cette explication des atypies, en remontant au dossier, en nous donnant des exemples avec le nom de la molécule, avec voilà, le prix de la molécule par jour ou pour le séjour, donc qui nous permettent d'avoir réellement une compréhension très fine des atypies qu'on peut avoir. Et certains GHPC ont effectivement des coûts extrêmement dispersés du fait notamment de molécules parfois très onéreuses et dans le même GHPC parfois de molécules très peu onéreuses. Donc ça nous aide vraiment d'avoir que vous creusiez ces atypies. En général, la liste ici des GHPC en atypie, elle n'est pas non plus excessive, hein. Il y a des établissements qui ont peut-être une dizaine de lignes, d'autres une vingtaine, mais en général, c'est tout à fait envisageable d'aller étudier chacun d'aller étudier ces GHPC pour comprendre ce qui s'y passe. Alors, nous, on a notamment une recommandation sur le temps à passer sur ces lignes. Si vous êtes sur une ligne où le nombre de séquences ici est de une, deux, trois, quatre séquences, on va dire, inférieures à 5 séquences, on va dire, ou en tout cas une ou deux séquences, déjà, on ne peut pas vraiment parler d'un coût moyen. Donc, pour nous, votre justification, sauf si l'écart il est de 10 000%, on n'aura pas besoin de justification extrêmement importante. Puisqu'une moyenne sur une séquence par rapport à N-1 ou par rapport à l'ENC, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, pour nous, ce coût moyen, même s'il dépasse les 50%, euh, sauf à ce que voilà, il soit vraiment complètement déconnecté d'une réalité, eh bien, vous pourrez tout simplement dire que il n'y a pas suffisamment de séquences pour que ce soit pertinent de parler d'un coût moyen et de le comparer. Donc après, voilà, ce qui est important, c'est de se concentrer là où vous avez un nombre de séquences et de journées qui est significatif. Dans le tableau, on affiche que les GHPC dont le nombre de journées est supérieur à 30. Mais ceci dit, s'il y a qu'une ou deux séquences, ça va pas beaucoup apporter voilà, de pertinence d'examiner de près ces cas-là. Donc, par contre, pour les autres, c'est souvent un point que vous pouvez avoir dans vos recommandations du rapport de supervision de l'année précédente, c'est vraiment de travailler sur ces coûts de GHPC, parce que parfois, les établissements se rendent compte de réelles erreurs, hein. Donc, notamment, on peut avoir le cas au niveau de tout ce qui est, de tout ce qui est le nombre tout ce qui est spécialité pharmaceutique, on a eu des cas d'unités, par exemple, de mesure en litres, millilitres, avec des prix unitaires qui ont pu créer des problèmes où finalement le coût de la spécialité pharmaceutique est parfois soit multiplié par 1000, soit divisé par 1000, donc en fonction de l'erreur d'unité. Donc on peut avoir un certain nombre de cas avec des problématiques réelles qui se corrigent. Dans d'autres cas, vous allez être juste dans l'explication de la typie, c'est pas une erreur, c'est juste que on a dans ce cas une molécule, par exemple, ou un temps d'intervention qui est extrêmement long
qui se fait en binôme, parce que là, le patient, voilà, avec plusieurs passages par jour, voilà. Donc, on a des éléments comme ça qui vont nous apporter des explications assez utiles dans ces coûts de GHPC atypiques. Et ça, c'est vraiment essentiel par rapport à derrière l'intégration de vos données dans la base de coûts et aussi la compréhension qui permet de savoir si finalement dans un GHPC, lorsque l'exploitation vraiment statistique sera faite par la TIH, de comprendre pourquoi dans un GHPC on peut avoir une grande dispersion de coûts avec des éléments vraiment très concrets que vous aurez décrits, des situations concrètes. Voilà, on arrive sur la fin du webinaire. À ce stade, je vous disais qu'au 30 juin, vous deviez déposer une première validation. On a, sur 38 participants dans cette campagne, on a 31 qui ont déposé, donc on a un assez beau taux et je n'ai pas de doute que dans les prochains jours, les retardataires vont valider leur première validation. Voilà où on se situe dans le calendrier et je réitère ma recommandation de vous rapprocher de votre superviseur pour, si c'est pas déjà fait, pour définir vraiment le calendrier prévisionnel de votre prochaine validation et des allers-retours des échanges que vous allez avoir avec lui pour avoir validé vos données le plus efficacement possible, sachant qu'il n'y a pas de date. On n'est pas obligé d'attendre, bien évidemment, le 15 septembre ou le 30 septembre. Il y a déjà des structures euh, qui ont finalisé leurs données pour lesquelles on a fait un rapport de supervision. Donc vous pouvez tout à fait vous avancer dans ce travail si vous en avez la possibilité. En tout cas, coordonnez-vous au mieux pour que quand vous travaillez sur le NC, les éléments soient frais. Et c'est vrai que je vous incite à éviter d'envoyer vos données ENC avant de partir en congé, puisque vous allez retrouver ensuite tous les commentaires et les corrections avec un temps assez éloigné, un temps voilà, où vous aurez un petit peu oublié le dossier. Donc c'est vrai que c'est moins efficace que de se coordonner pour essayer de faire ça dans un temps assez condensé. Donc on peut passer aux questions si vous en avez.